Cette histoire montre comment les actions irréfléchies des aînés peuvent pousser une jeune âme à des décisions précipitées. Et parfois, de telles décisions non seulement ne mènent pas à une issue, mais changent la vie de nombreuses personnes dans une direction complètement erronée. L'histoire de cette famille a commencé à Fort Worth, Texas. Stephen, fils du propriétaire d'une petite agence d'assurance, était une figure remarquable à l'école. Son élu fut Beth Lomer, une athlète talentueuse et présidente du club d'honneur de l'école. Elle excellait en athlétisme, volleyball et basketball. Leur romance scolaire s'est transformée en quelque chose de plus grand, et en 1974, lorsque Beth eut 18 ans, ils se marièrent. Ils prirent cette décision juste après que Stephen eut signé un contrat de 4 ans avec la marine. À l'été 1976, plus précisément le 10 juillet, le couple eut leur fille, Marie. Le service de Stephen nécessitait de fréquents déménagements entre les bases militaires. Ce mode de vie nomade devint une sérieuse épreuve pour la jeune famille. Cette situation fut particulièrement difficile pour Beth. Après la fin du service, lorsque la famille retourna à Fort Worth, les problèmes ne firent à que s'intensifier. Beth exprimait de plus en plus d'insatisfaction quant au comportement de son mari. Selon ses dires, il était une personne imprévisible, encline à la mélancolie, qui ne pouvait pas garder un emploi longtemps. Elle comparait leur relation à un béguin passionné d'adolescents. À ce moment-là, le romantisme s'était déjà estompé sous le poids du quotidien. L'irritabilité de Stephen et sa jalousie injustifiée ne faisaient qu'aggraver la situation. En 1979, Beth prit la décision de se séparer. Marie grandit comme une enfant obéissante et réjouissait ses parents par ses succès scolaires. Elle s'intéressait à la musique, jouait de la clarinette dans l'orchestre de l'école et suivait des cours d'art et de danse. Les déménagements fréquents dus au service de son père n'étaient pas faciles au début. Elle devait constamment changer d'école et d'amis. Mais avec le temps, Marie apprit à gérer les changements. Progressivement, elle devint plus sociable et trouva plus facilement un terrain d'entente avec les nouveaux camarades de classe et les enseignants. Après la séparation de ses parents, Marie déménagea avec sa mère dans la ville voisine. Son père resta dans l'ancien lieu de résidence. Malgré les rencontres peu fréquentes, elle parlait toujours de lui avec chaleur. Stephen s'installa dans un petit appartement à Fort Worth. Marie et sa mère lui rendaient visite environ 2 fois par mois. En 1980, un nouveau venu est entré dans la vie de Beth, Frank Barrows, un ancien officier de la marine. Leur première rencontre a eu lieu pendant le service de son précédent mari en Floride. Au début, une amitié s'est développée entre eux. Mais après le divorce de Beth, leur relation s'est intensifiée. Réalisant à quel point ils étaient bis et compatibles, le couple a décidé d'emménager ensemble. Après avoir quitté la marine, Frank a rejoint la police de la petite ville texane de Granbury, située à 1 heure de Fort Worth. C'était une ville provinciale typique d'environ 10 000 habitants. À cette époque, Frank s'était également séparé de sa précédente compagne. De cette relation, il avait un fils du même âge que Marie. Le père avait obtenu la garde complète et l'élevait seul. Frank avait une règle particulière qui devait influencer significativement le destin de nombreuses personnes. Il avait posé une condition à son fils. S'il allait vivre chez sa mère, il n'y aurait pas de retour possible. La même approche fut appliquée à la fille de sa nouvelle partenaire. Marie fut coupée du contact avec son père biologique. Bien que cette position puisse paraître excessivement stricte, Frank estimait que cela empêchait les manipulations. Beth approuvait ce point de vue, sans se douter qu'il pourrait un jour se retourner contre elle. Elle craignait qu'un contact prolongé avec son ex-mari puisse influencer négativement l'attitude de sa fille envers elle. En 1981, Beth et Frank se sont mariés, mais les difficultés ont vite commencé.
Beth a dû prendre un emploi, ce qui a réduit son temps pour la famille. Cela a compliqué la construction de nouveaux liens familiaux. La situation s'est aggravée car Marie acceptait difficilement la présence de son beau-père dans sa vie. Le problème est devenu plus aigu et la famille a cherché une aide professionnelle. Le psychologue a constaté que le beau-père nourrissait également des sentiments complexes envers sa belle-fille. Il était troublé par la proximité particulière entre la mère et la fille. Marie était en effet très attachée à sa mère, et cette situation continuait de s'intensifier sans solution apparente. La vie de Marie a changé brutalement le jour de ses 16 ans. En rentrant chez elle, elle a été témoin d'une scène désagréable. Son beau-père Frank passait du temps avec une femme inconnue. Indignée par ce qu'elle avait vu, elle en informa immédiatement sa mère. Mais la réaction de Beth fut inattendue. Comme elle travaillait aux urgences surchargées de l'hôpital local, elle était rarement à la maison et voyait peu son mari et sa fille. Beth, comprenant les particularités de son emploi du temps, ne condamna pas le comportement de Frank. Elle se blâma elle-même, disant qu'elle avait consacré trop peu de temps à la famille. Cette attitude blessa profondément Marie. Aux yeux de la fille, Frank ne méritait pas le pardon, et elle insista pour une séparation. Beth demanda à sa fille de ne pas s'immiscer dans les affaires des adultes. Progressivement, les divergences d'opinion amenèrent Marie à s'éloigner de sa famille. Chaque conversation avec le beau-père devenait une confrontation, où elle essayait de le présenter sous un mauvais jour. Finalement, elle donna un ultimatum à sa mère, soit le divorce, soit elle quitterait la maison. Beth ne céda pas à ce qu'elle considérait comme de la manipulation. Même quand Marie commença réellement à faire ses bagages, la mère ne changea pas sa décision. Au lieu de cela, Beth proposa une solution temporaire, envoyer sa fille à Fort Worth, non pas chez son père biologique, mais chez ses grands-parents maternels. Elle organisa le déménagement, aida à l'inscription dans la nouvelle école et promit de maintenir un contact constant. Marie accepta le déménagement, mais n'y resta que 5 jours. Après avoir dépensé toutes ses économies en taxi, elle retourna à Granbury, espérant se réconcilier avec sa mère. Mais ici intervint une règle établie par Frank. Son propre fils avait récemment vécu une situation similaire. Il était parti vivre chez sa mère biologique, avait été déçu et voulait revenir. Frank ne l'avait pas permis. Maintenant, cette règle s'appliquait à Marie. Le chemin du retour était bloqué. Selon ce principe, quiconque quittait volontairement la maison perdait la possibilité d'y revenir. Beth se souviendrait plus tard de cette situation comme l'une des plus difficiles de sa vie. La tension émotionnelle atteignit son paroxysme. Tout le monde criait. Mère et fille ne pouvaient en retenir leurs larmes. Mais aucun compromis n'était possible. Beth sentit que Frank la forçait à choisir entre lui et sa fille. De nombreuses connaissances partageaient le point de vue de Frank sur la situation. Il comprenait son inquiétude que les déménagements fréquents entre les parents puissent entraver le développement et la formation de la personnalité des enfants, particulièrement à cet âge où la stabilité est particulièrement importante. En tant qu'ancien militaire, Frank se distinguait par une loyauté particulière aux principes d'ordre et de discipline. Il était fermement convaincu que sa décision aiderait à éviter l'agitation constante, les charges émotionnelles et les difficultés relationnelles. Sa détermination s'est manifestée même dans la situation avec son propre fils, à qui il a également refusé le retour. Pour Marie, il devint clair que Frank resterait inflexible. Son attitude envers lui avait déjà été ébranlée par sa relation extra-conjugale et se transformait maintenant en profonde aversion. Elle le voyait comme un obstacle à la réunification avec sa mère. Ne trouvant pas d'autre issue, Marie retourna à Fort Worth. La vie chez les grands-parents n'étant plus possible, elle passa quelque temps dans un appartement loué. Sa mère restait en contact avec Frank et espérait assouplir sa position.
La mère expliqua à Frank qu'elle avait initialement considéré la situation comme temporaire et était convaincue du retour prochain de sa fille. Mais même ces conversations sincères ne purent changer la décision de l'ancien militaire. Il resta inflexible dans sa résolution. La situation tendue conduisit Marie à chercher à nouveau une aide psychologique. Dans les séances, elle parlait de ses sentiments d'abandon et de trahison, convaincue que Frank essayait intentionnellement de se distancer d'elle. Ces événements changèrent de manière inattendue la vie de Stephen Roberts, le père biologique de Marie. Après 3 ans de rencontres rares, sa fille emménagea avec lui. Pour Steve, qui vivait seul à l'époque et luttait contre la dépression, ce fut un tournant important. Il trouva un travail de facteur et fit la connaissance de Sandra Hudgens, qui vivait dans le même complexe d'appartements. À cette époque, lui et sa fille vivaient dans un petit studio où Marie devait dormir sur un lit pliant dans la cuisine. La vie de Stephen a fondamentalement changé. Une fille et une nouvelle partenaire sont entrées dans sa vie. Sans perdre de temps, il a trouvé un appartement de 2 pièces et organisé le déménagement. Tout s'est passé assez précipitamment et il n'a pas réussi à aménager correctement le nouvel appartement, particulièrement compte tenu de ses difficultés personnelles avec lesquelles il luttait depuis de nombreuses années. Conscient de la situation difficile de sa fille, Steve essayait de lui remonter le moral. Il l'emmenait au cinéma, dans des cafés, et inventait constamment de nouvelles activités. Mais sa nouvelle partenaire Sandra remarqua que ses efforts n'apportaient pas le succès souhaité. Les performances scolaires de Marie ont diminué. Chaque jour, elle appelait sa mère en demandant de pouvoir revenir. Elle languissait l'affection maternelle, critiquait les talents culinaires de son père et sa façon de maintenir l'ordre. Souvent, les conversations téléphoniques se terminaient par des larmes amères et des supplications de revenir. Marie rejetait la nouvelle école et le petit appartement de son père lui semblait une cage. Elle ne pouvait pas accepter que sa mère privilégie son nouveau mari par rapport à sa propre fille. Beth ne parlait que de son impuissance. Son mari avait catégoriquement interdit de laisser entrer la belle-fille dans leur maison. Des entrées inquiétantes sur sa vie sont apparues dans le journal intime de Marie. Le père inquiet a immédiatement contacté son ex-femme. Elle est accourue pour une conversation sérieuse avec sa fille et a constaté « Marie essayait simplement d'attirer l'attention. » Après un certain temps, la situation s'est améliorée. L'adolescente semblait s'adapter à la nouvelle vie. Les notes de Marie se sont nettement améliorées. Elle est redevenue l'une des meilleures élèves et a trouvé un terrain d'entente avec ses camarades. Extérieurement, il semblait que la vie était revenue à la normale. Son comportement est devenu plus équilibré. Selon l'entourage, l'état émotionnel de Marie s'était normalisé. Elle s'était complètement adaptée. Sandra a remarqué que sa belle-fille n'entrait jamais en conflit avec son père, montrait toujours du respect et se comportait avec beaucoup de retenue. Connaissances et parents considéraient-ils la lycéenne comme un exemple modèle d'adolescente. Le père continuait à tout faire pour sa fille, sans se douter que derrière le calme extérieur de Marie se cachait une attitude complètement différente. Elle ne créait que l'apparence d'une réconciliation avec la situation, tandis qu'elle nourrissait secrètement ses propres plans. Ce soir fatidique du 18 février 1993, la famille décida de commander de la cuisine mexicaine. Après le dîner, Stephen alla au service religieux, mais revint bientôt dans son immeuble. Son état s'était drastiquement détérioré. Il commença à avoir de violentes douleurs à l'estomac. Marie, inquiète, courut vers Sandra pour l'informer de la maladie de son père. Sandra vint immédiatement voir comment allait Stephen. À ce moment-là, il avait déjà des douleurs au bras, des difficultés à avaler et une forte tension dans tout le corps. La femme inquiète décida d'appeler les urgences. Pendant qu'elle parlait au centre de contrôle, l'état de l'homme se détériora rapidement.
Les convulsions commencèrent, de la mousse apparut à sa bouche, la respiration devint de plus en plus difficile. L'équipe de secours arriva rapidement, mais les voies respiratoires étaient déjà bloquées. Steven, âgé de 38 ans, n'atteignit pas l'hôpital. Marie resta paralysée, observant les événements les yeux écarquillés. Sandra, essayant de protéger la jeune fille de la scène difficile, l'étreignit fermement. À ce moment-là, la femme ne soupçonnait pas la véritable cause de l'événement. Ce n'était pas un accident. Quelques heures plus tard, Frank et Beth reçurent la triste nouvelle. Ils durent ramener Marie à Granbury. La jeune fille avait atteint son objectif. Le médecin légiste conclut que la cause était une crise cardiaque. Les douleurs à la poitrine et aux bras, les nausées et la difficulté à respirer l'indiquaient. L'expert n'envisagea pas d'autre possibilité. Tout semblait parfaitement planifié. Le rapport indiqua une cause naturelle. Aucune analyse toxicologique ne fut effectuée. Le laboratoire manquait simplement d'équipement pour détecter certaines substances dans l'organisme. Après la cérémonie, quand tout le monde fut parti, Marie resta près du lieu de repos de son père. Elle resta immobile, le regard vide, manifestement dans un état de profond choc. Après la cérémonie d'adieu, Beth décida de parler avec sa fille bouleversée. Elle partagea ses plans de commencer une nouvelle vie sans Frank et de déménager à Panama City, Floride. Marie ne fit qu'un sourire amer. Elle avait déjà entendu de telles promesses de sa mère auparavant. Cependant, cette fois, Beth assura à sa fille qu'elle avait déjà trouvé du travail là-bas. La femme rêvait de vivre à nouveau à deux, comme avant. La réaction de sa fille fut inattendue. Elle eut une grave crise de panique. Il fallut un certain temps avant qu'elle ne reprenne son souffle et retrouve son équilibre. La mère attribua cet état au stress du déménagement et aux événements récents, sans soupçonner les vraies raisons. Après le déménagement à Panama City, Maria apprit progressivement à vivre sans son papa. Beth trouva un poste de secrétaire au département des transports et inscrivit sa fille dans une nouvelle école. La vie semblait se normaliser, hormis l'état déprimé de sa fille. La mère se blâmait elle-même et soupçonnait que la perte d'un être cher, les déménagements fréquents et la relation difficile avec le beau-père en étaient la raison. Le psychologue scolaire observait attentivement l'état émotionnel de la jeune femme. Le spécialiste constata un épuisement émotionnel sérieux. Par moments, Marie ne trouvait même pas la force de se lever. Beth se rappela un état similaire chez son ex-mari et craignait une prédisposition héréditaire à de tels problèmes. La mère inquiète consulta un psychiatre dans l'espoir d'aider sa fille à surmonter sa profonde mélancolie. Progressivement, des signes d'amélioration apparurent, mais bientôt tout changea. Après 4 mois, Frank réapparut. Quand il arriva à Panama City, il exprime son désir de restaurer son mariage avec Beth. Il promit de passer plus de temps avec la famille et de reconsidérer son attitude envers les enfants. Étonnamment, la mère de Marie crut à nouveau son mari infidèle. Marie était indignée par ce tournant des événements. Elle refusa catégoriquement de vivre avec quelqu'un qui avait constamment abusé de la confiance de sa mère. Elle déclara que le Texas lui manquait et qu'elle voulait y retourner pour vivre seulement avec sa mère. Mais Beth avait déjà décidé de se réunir avec Frank. Alors Marie se tourna vers son grand-père paternel, Jim, et demanda à vivre avec lui à Mansfield. Les parents acceptèrent d'accueillir leur petite fille, et elle changea donc à nouveau de résidence et d'école. Le grand-père n'était inquiet que de son refus catégorique de visiter la tombe de son père et de ses forts sentiments exprimés. Plus tard, Beth soupçonna que sa fille essayait d'améliorer les relations avec la famille de son père par ce déménagement. Marie se révéla être une petite fille modèle et une excellente élève, participant activement à la vie familiale. Elle continua à développer ses talents artistiques et s'intéressa au journalisme. Malgré son apparence attrayante,
elle préférait un style vestimentaire discret. Marie se distinguait par sa prudence. Elle n'agissait jamais impulsivement, ne s'absentait jamais longtemps et évitait les fêtes bruyantes. Bien que de nombreux jeunes hommes s'intéressaient à elle, elle se tenait à l'écart des relations romantiques. À l'école, Marie s'est fait une nouvelle amie, Stacy, l'une des élèves les plus populaires. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Marie, comme si elle avait traversé quelque chose de difficile. La protagoniste évitait soigneusement toute conversation sur son père, sans comprendre combien son fardeau était lourd. Les luttes intérieures s'accumulaient jour après jour. Tout a changé en janvier 1994, lorsque les amis lisaient Hamlet ensemble. Stacy récitait un passage sur la potion quand elle remarqua que Marie avait pâli et s'était figée. À la question de son amie sur son état suivit une confession inattendue. Incapable de garder plus longtemps le secret, Marie raconta son histoire. Début février 1993, elle avait secrètement pris une préparation spéciale du cours de chimie, enveloppée dans une serviette. Le soir même, elle l'avait ajoutée à la nourriture de son père. Ensuite, elle dut assister aux conséquences de son acte, dont elle n'a toujours pas pu se remettre. Marie supplia de garder cela secret. Stacy était la première personne à connaître la vérité. Il s'est avéré être une préparation spécifique difficile à détecter lors d'examens ordinaires. Elle cause des problèmes cardiaques soudains qui ressemblent à une maladie naturelle. Marie affirma qu'elle ne le savait pas. Elle voulait seulement que son père tombe malade et que sa mère la prenne avec elle. La Stacy troublée en parla à sa mère. Elles ont consulté le centre toxicologique sur les propriétés de la préparation. Les spécialistes se sont montrés inquiets et ont éludé la réponse. La mère a mis fin à la conversation. Stacy ne sut pas quoi faire pendant longtemps. Initialement, elle décida de se taire, essayant de se convaincre que c'était une blague ratée. Elle suggéra à son amie de consulter un psychologue ou un prêtre, mais sans succès. La situation devenait plus difficile. En février 1994, exactement un an plus tard, le grand-père invita les amis à dîner. Quand les mots à la mémoire de Stephen Roberts résonnèrent, Marie fondit en larmes. Elle avoua qu'elle ne savait même pas où se trouvait la tombe de son père. Les inquiétudes ne quittèrent pas Stacy pendant plusieurs semaines encore. Finalement, elle s'adressa au conseiller scolaire. L'histoire semblait incroyable, mais le spécialiste la prit au sérieux et informa les autorités. Stacy espérait une clarification de la situation. Cependant, le laboratoire local ne disposait pas de l'équipement nécessaire d'une valeur de 150 000 $. Une telle technologie n'existait que dans les grandes villes, donc la question d'examen supplémentaire ne fut même pas posée. La recherche d'un laboratoire approprié avec l'équipement requis s'est étendue sur 3 mois entiers. Pendant ce temps, Stacy vivait un conflit intérieur. Le sentiment de culpabilité envers sa meilleure amie ne diminuait pas. Peut-être que sa décision de dire la vérité avait été une erreur. Elle commença à éviter les rencontres avec son amie car elle ne pouvait même pas supporter un bref contact visuel. Le destin sembla résoudre la situation. Après l'obtention du diplôme, les 2 amis sont allés dans des universités différentes. Pour Stacy, ce fut un véritable soulagement. C'était l'occasion de mettre fin naturellement au contact avec Marie. Leur amitié, autrefois proche, s'est progressivement estompée. Stacy espérait que tout resterait dans le passé. Elle ne savait rien du déroulement de l'enquête et supposait que l'affaire serait oubliée avec le temps. Mais en octobre 1994, un enquêteur de Fort Worth l'appela. Les résultats des analyses complexes de laboratoire étaient enfin disponibles. Les analyses ont confirmé, dans l'organisme de Stephen Roberts, on a détecté une préparation dangereuse dépassant 250 fois la norme autorisée. L'avis des experts a complètement changé la nature de l'affaire.
Marie fut arrêtée pendant ses études à l'Université du Texas à Austin, où elle était connue comme une étudiante aimable et inoffensive. Elle avoua immédiatement sa culpabilité, mais insista sur le fait qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Selon ses dires, elle voulait seulement que son père tombe malade, dans l'espoir de pouvoir retourner chez sa mère. L'erreur de jugement a conduit à des conséquences irréparables. C'est précisément pour cela qu'elle avait tant souffert de remords. La société était divisée dans l'évaluation de l'incident. Certains condamnaient Marie, d'autres montraient autour de la compassion. Beaucoup refusaient de croire à son implication. Certains blâmaient la mère qui avait préféré son nouveau mari à sa propre fille, la poussant à des mesures désespérées. Le procureur a qualifié l'accusé de danger sérieux pour la société. Le 28 octobre 1994 eut lieu la première audience. Marie fut libérée sous caution sous la garde de sa mère. Il fallait maintenant décider comment traiter l'affaire. Au moment de l'incident, elle avait 17 ans, ce qui nécessitait une approche particulière dans le traitement de son cas. Au printemps 1995, un tournant survint pour Marie. Elle fut arrêtée par les autorités. L'accusation était grave et le tribunal décida de traiter l'affaire comme une procédure pour adultes. Après que sa mère eut versé une caution de $10 000, Marie retourna chez Frank et Beth. Fait intéressant, pendant l'attente du procès, elle accepta un poste de serveuse, ce que beaucoup considérèrent comme un choix inhabituel compte tenu des circonstances. En mai de l'année suivante, lorsque Marie eut 19 ans, le procès commença. La mère utilisa les fonds reçus de l'assurance de Steven, $60 000, pour la défense de sa fille. Cet argent permit d'engager 2 juristes expérimentés de Fort Worth. La stratégie de défense était basée sur le fait que la jeune femme n'avait pas de mauvaises intentions. Elle voulait seulement que son père tombe malade pour pouvoir retourner auprès de sa mère. Cependant, l'accusation insista sur la préméditation des actes et souligna les paiements d'assurance comme mobiles. Le désir de se réunir avec sa mère aurait pu être effectivement la raison. Mais même dans ce cas, l'accusation insista sur la plus grande sévérité. Le témoin principal était Stacy, la meilleure amie de Marie qui décrivit en détail son état émotionnel durant cette période. Selon Stacy, son amie était consciente de la dangerosité du produit lorsqu'elle l'apprit de l'école. L'établissement d'enseignement dut également expliquer comment les élèves avaient accès aux produits chimiques. Toutefois, cette question fut rapidement étouffée. Le psychiatre de Marie témoigna pour sa défense. Il constata que la jeune femme n'avait jamais montré de signes de calcul et le seul diagnostic était un trouble de stress post-traumatique dû à l'incident avec son père. Pendant toutes les séances, Marie restait assise silencieusement, cachant souvent son visage derrière ses larmes. Malgré des signes évidents de remords et des déclarations d'amour envers son père, l'accusation considéra cela comme insincère. Selon eux, ce qui s'était passé avait été soigneusement planifié. Ils affirmèrent que des mesures aussi extrêmes n'étaient pas nécessaires pour retourner auprès de sa mère. En ces jours-là, une amie partagea ses souvenirs des plans de Marie. Marie réfléchissait souvent à la façon dont elle pourrait retourner auprès de sa mère. Diverses idées lui venaient à l'esprit. Par exemple, provoquer un incendie dans l'appartement de son père, espérant que sa mère la prendrait avec elle après. À l'époque, personne ne prêtait attention aux paroles de Marie, les rejetant comme des fantaisies et des plaisanteries d'adolescente. Plus tard, la mère se reprocha ce qui s'était passé. Lors du procès, elle avoua « Si elle avait décidé de déménager en Floride avec sa fille une semaine plus tôt, tout aurait pu être différent. » La famille soutenait Marie. Même le grand-père paternel Jim demanda la clémence pour sa petite fille. Il ne croyait pas qu'elle puisse consciemment nuire à son parent. Le procureur demanda la peine maximale.
la perpétuité avec possibilité de libération après 35 ans. La défense, en revanche, plaida pour une peine avec sursis, argumentant que Marie avait déjà suffisamment souffert. Les avocats soulignèrent: Marie devrait porter le poids de ses actes pour le reste de sa vie. Peut-être que les supplications des proches pour une peine clémente ou les larmes sincères de l'accusé ont influencé la décision du tribunal. Finalement, elle fut condamnée à 28 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans. La défense fit immédiatement appel, estimant que l'accusation avait illégalement utilisé les déclarations sur l'état mental de Marie. Marie fut placée en détention et sous observation de spécialistes. En 1998, l'appel fut rejeté et Marie commença à purger sa peine. Dans ses conversations avec sa mère, elle dit qu'elle ne voulait pas que son ancienne amie Stacy se sente coupable de ce qui s'était passé. Marie considérait que les actions de Stacy étaient justes. Après le verdict, le procureur général remercia expressément Stacy et souligna que cette affaire n'avait pu être résolue que grâce à son attention et son sens civique, qui autrement seraient restés non résolus. Finalement, Marie passa 8 ans derrière les barreaux et fut libérée en 2003. Aujourd'hui, elle atteint la quarantaine, est mariée et vit sous un autre nom. Elle s'appelle maintenant Dorothy. C'est son 2e prénom. Son nouveau nom de famille et les détails de sa vie actuelle sont tenus secrets.